ne répond pas. Il y en a 2, il y en a 3, 4, 5, 6 là, ça y est, ils se montrent les coquelicots. Papaver roeas, papaveracé. Je m'appelle François Paillet, j'ai 58 ans et j'habite à le hameau de Tillou sur la commune de Sauzelles, dans le parc régional de la Brenne. Voilà, je voulais présenter rapidement peut-être le parcours. Je vais essayer de cadrer un peu. Des fois, je pars dans tous les sens. Donc, je suis installé ici sur, dans un premier temps, 7 hectares et demi. L'an prochain, dans un an et demi, 10 hectares. J'ai 56 brebis pour le moment. Je vais avoir quelques petites agnelles en plus. Voilà, ça a été un tout petit troupeau d'ovins. Je suis arrivé là au mois de juillet 2018. Le pivot du projet, c'était de toute façon, voilà, les brebis, élever des agneaux, alors forcément petit troupeau, petite surface, donc essayer de valoriser les produits au mieux pour arriver à, je dirais, équilibrer ou en tout cas peut-être essayer de tirer un petit revenu, quoi. Hein. Même si voilà, on ne se fait pas trop d'illusions là-dessus. Hein. C'est pas, on part pas sur des choses. Voilà, juste se dire, tiens, est-ce que voilà, je commence, est-ce que dans 3 ans, je vais pouvoir encore être là, quoi. Hein. Donc, voilà, avancer sur des œufs un peu. Évidemment qu'il faut se projeter un petit peu, il faut essayer de voir où on va, mais j'ai l'impression des fois pas trop, quoi, non plus, parce que sinon on peut se plomber, quoi. Enfin, moi, il y a des moments, je me dis où tu vas, quoi. Hein. Et c'est vrai que diversifier, voilà, c'est sans doute une voie pour trouver des petits systèmes résilients, comme on dit, en agriculture résilient par rapport à ces sécheresses qu'on a, à ce climat qui semble un peu fou. Voilà, et puis diversifier voilà, les plantes qu'on va mettre. Je pense que voilà, on est parti dans la spécialisation depuis 50 ans, mais même, enfin, surtout depuis 50, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale. Juste à la fin de la guerre, il y avait des stocks de produits chimiques qui avaient servi à la guerre en 39-40. On s'est servi de cette chimie pour l'agriculture en... sans se poser de questions, pour des rendements maximum, parce que soi-disant qu'on n'arriverait pas à nourrir toute la France, entre autres, puisque la France était quand même dans un état lamentable après la guerre 39-40. Donc on a été un peu submergé, on va dire. Les États-Unis, malheureusement, ont continué avec ce principe. C'est le plan Marshall qui a mis en place tous ces systèmes d'agriculture chimique. Et on a foncé là-dessus à l'époque, parce que méconnaissance du fonctionnement de la terre. Et puis on trouvait que c'était pratique, qu'on avait des rendements, que tout allait bien, que financièrement on s'en sortait. Sauf qu'on s'aperçoit maintenant, plus de 60 ans après, que la terre est épuisée dans pas mal de régions. En même temps, comme le matériel s'est agrandi, on a fait des tracteurs plus gros, des machines plus grosses. On a fait des grandes parcelles parce qu'autrement les tracteurs passaient plus. Donc on a enlevé toutes les haies, donc la biodiversité. Et on s'aperçoit maintenant que c'est un système qui est arrivé au bout. Donc il ne produit plus correctement. On a des gros soucis et dès qu'il y a une catastrophe naturelle, c'est la catastrophe tout court pour tout le monde. Voilà. Ce progrès-là, il aurait pu servir temporairement pour améliorer le sort des humains, mais après, il aurait fallu peut-être freiner un petit peu le développement de cette technique d'agriculture intensive qui a été très néfaste pour la santé, l'environnement, l'eau, l'air et puis les paysans, quoi. Ça, c'est sûr. Mais comme tout progrès, comme à chaque fois que l'homme invente quelque chose, il ne sait pas s'arrêter au bon moment, donc il va jusqu'au bout. On a inventé le nucléaire, on a inventé les OGM, on a inventé
Bon, ça nous... Il y a un progrès qui améliore le sort de l'individu, puis après, quand on va plus loin, le progrès peut tuer l'individu. Bon, jusqu'à, je ne sais pas où il faut que l'individu arrive à avoir la sagesse de dire là on s'arrête parce que ça va trop loin. Je suis Jean Blanchet, je suis agriculteur bio depuis 2009. Enfin, j'ai commencé ma conversion, on a commencé notre conversion en 2009 avec mon frère, puisque je suis associé à mon frère au sein d'un GAEC qui s'appelle le GAEC de Pied-Favé. Et on est céréalier sans élevage sur une surface de 340 hectares. On a abandonné le système conventionnel pour plein de raisons, mais la première c'était son manque de cohérence, hein, parce qu'on faisait déjà en conventionnel, disons, plein d'efforts, disons, pour utiliser le moins possible de produits phyto. Et malheureusement, ces efforts n'étaient pas vraiment récompensés parce que il n'y avait pas de valorisation des cultures qu'on produisait au bout de la chaîne. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que avec tous ces efforts qu'on accomplissait, enfin, je vais les citer, en gros, c'était on semait très tardivement, on faisait un assolement déjà très diversifié en conventionnel. On utilisait déjà des composts, on faisait des binages sur des cultures comme le tournesol. Et puis, malgré tout, donc on ne valorisait pas et on était toujours taxé de pollueurs. C'est-à-dire qu'on utilisait malgré tout encore quelques produits phyto. Et bon, ça nous satisfaisait de moins en moins. En plus, on avait l'impression qu'on ne nous donnait pas vraiment tous les outils nécessaires pour se passer des produits phyto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un matériel génétique en conventionnel qui permet de plus utiliser de produits phyto ou d'engrais chimiques. Parce qu'on ne donne pas, si on veut que l'agriculture change, il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de recherches à faire, et il ne faut pas laisser la recherche en conventionnel, la recherche quand même des variétés qui sont produites. Enfin, les variétés de blé, elles sont quand même faites par des sociétés qui ont tout intérêt à vendre après des produits chimiques. Elles ont les sociétés de phytosanitaires, elles ont des parts sociales, elles ont des actions chez les semenciers. Alors ils demandent aux semenciers de faire des variétés rustiques, ils demandent de faire des variétés productives, mais qui tombent malades pour recaser leurs produits chimiques. Au tout début que j'étais agriculteur, il y a une variété qui a été inventée par l'INRA de Rennes qui s'appelait Roison. Et Roison, c'était un blé qui était résistant naturellement au piétin verse parce qu'il avait des gènes, je crois, ils avaient dû introduire dans sa génétique des gènes de résistance au piétin qui venaient peut-être du chien dent. Mais ça, c'est une bonne chose pour un agriculteur, mais c'est une catastrophe pour un vendeur de phyto. Donc ce blé Roison, il n'a jamais vu le jour. Il a été sélectionné, il y a eu quelques quintaux de produits, mais jamais il a été promu jamais il a été vendu pour en faire une variété développée, quoi. Parce que c'était à l'encontre des intérêts de certains, vous comprenez. Alors qu'en bio, il y a une filière qui est raisonnable, qui est cohérente et qui nous satisfait complètement. Donc on sent très bien, depuis qu'on est converti en bio, on a retrouvé le goût de notre métier, on a retrouvé le bon sens pour cultiver la terre, on sent, bien qu'il y ait plus de travail, on se sent beaucoup mieux dans notre tête. Voilà, ça je présente. On est faire les curieuses.
Thierry Pavageau, on est ici sur la ferme de Chantemerle, la Mérigny. Je suis en société, le ARL de Chantemerle, unipersonnel. Voilà, il y a une soixantaine d'hectares pour une cinquantaine de vaches laitières. Les génisses sont élevées chez un voisin, un jeune agriculteur qui a des prairies et des bâtiments, ce qui me permet de soulager un petit peu en temps de travail, et puis lui, ça lui fait un petit plus. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc en conversion en 2016, en bio depuis 1 an, donc je disais. Le lait est vendu en laiterie pour la fabrication de produits laitiers, lait, yaourt, fromage, à la laiterie d'Eurial-Agréal. Et donc j'ai commencé à changer un petit peu d'optique déjà suite à la crise de 2008. Où là j'ai eu de grosses difficultés financières. Il a fallu donc revoir un petit peu sa copie, comme on dit. Donc je me suis orienté un petit peu plus sur le pâturage déjà dans ces années-là, sachant que j'avais déjà abandonné du moins les engrais et puis les produits phytosanitaires déjà, on va dire à partir des années 2011. Mais j'étais resté dans un système un peu productiviste, c'est-à-dire ensilage maïs, tourteau de soja et puis un petit peu de prairie. Donc j'ai réduit l'ensilage de maïs, on a augmenté le pâturage pour aller vers plus d'autonomie. Et puis aujourd'hui, malgré la sécheresse, ça semble porter un peu ses fruits. Déjà, j'ai toujours remis un petit peu en cause la chimie en général, quoi. C'est ce qu'on nous enseignait au lycée agricole, donc on a été bercé là-dedans, mais ça ne m'a jamais plu d'être obligé de passer par des services extérieurs, de se faire embrigader dans un système qui nous mène un petit peu où ils veulent, et on a perdu de l'autonomie, beaucoup par rapport à ça, de l'autonomie décisionnelle, alimentaire, tout ce qui tourne autour, quoi. On nous a bridé un petit peu là-dessus. Donc moi, l'objectif, c'était aussi en parallèle, la bio était aussi une porte pour aller vers un système plus autonome, ou en décision et en alimentation, voilà, pour pouvoir décider au moins un peu plus par soi-même et pas être embrigadé dans un système où on nous dicte ce qu'on doit faire pour les besoins de l'agro-industrie. Et donc j'ai commencé déjà à essayer de cogiter quelque chose pour me sortir un peu de ce système, quoi. Et puis aujourd'hui, de plus en plus de personnes y réfléchissent, même dans le conventionnel. Je fais partie de groupes de développement comme les CIVAM, l'ADR, où on se réunit entre agriculteurs, on essaie d'aller vers plus d'autonomie au niveau de nos cultures, en ressemant déjà nos métayes, en étudiant les sols. On fait venir des intervenants pour étudier les sols, essayer de comprendre le sol, comment il fonctionne, et puis de là on peut l'améliorer plus pertinemment, et ça nous aide aussi à aller vers l'autonomie, à maintenir les rendements, et puis voilà, à pouvoir alimenter nos bêtes et puis nous correctement aussi. On produit de la nourriture, il faut au moins de quoi se nourrir. Moi j'ai commencé tout petit avec 2000 m². J'ai commencé, on va dire, à l'essai par l'intermédiaire d'une couveuse d'entreprise. Et puis très vite j'ai vu que c'était pas suffisant par rapport à la demande qu'il y a ici, puisqu'il n'y a pas de maraîcher bio à moins d'une demi-heure. Donc je suis passée à 6000 m², et là j'ai fait toute la production d'été et j'ai vu qu'il n'y avait plus de place pour la production d'hiver. Donc on est passé à 1 hectare en fait, et je pense que je m'arrêterai là, parce que c'est vraiment la superficie dont j'ai besoin pour répondre à la demande très locale, parce que c'est ça mon but aussi, de vendre vraiment local, très local. Donc Pouligny, Le Blanc, et le plus loin c'est à 10 minutes, donc c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une forte demande ici, que ce soit en collectif ou sur les particuliers. Et voilà, donc je vends au jardin, je vends sur 2 marchés et puis 2 magasins, dont un qu'on a racheté avec quelques collègues producteurs, donc maraîchers, éleveurs, du pain, etc. Donc c'est le magasin bio en fait du Blanc qu'on a racheté tous ensemble, et on a créé une SIC. Donc voilà, on est tous maintenant propriétaires de ce magasin qu'on essaie petit à petit de transformer en magasin de producteurs bio. Je suis fille de maraîchère, j'ai grandi dedans.
mais j'ai plutôt fait des études sur la couture. J'ai fini couturière à mon compte et puis finalement un poste de retoucheuse dans une blanchisserie où ça ne me plaisait pas du tout. J'étais au bord de la mer et renfermée toute la journée, donc j'ai eu envie d'une autre vie, un retour aux racines. Et le hasard a fait qu'on a atterri dans la Brenne. Moi je suis arrivée ici avec l'idée vraiment de faire pousser des légumes et d'en faire profiter l'entourage. Pas forcément sur du maraîchage au départ, et puis de fil en aiguille, les personnes que j'ai rencontrées m'ont amenée vers le maraîchage, et je regrette pas du tout, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et j'y prends plaisir, quoi, à venir le matin au travail, et j'ai beaucoup de mal à partir le soir. Donc ça n'a pas de prix. Travailler dans un contexte comme ça, aussi joli, aussi agréable à entendre. Je pense que j'ai trouvé ce que j'étais venue chercher ici. J'ai un peu retrouvé mes racines, parce que je suis originaire de la Vienne. Je suis pas très loin. Et j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais, j'ai trouvé ma place. Quand je suis arrivée, donc, c'est le centre social que j'ai rencontré pour connaître des gens locaux, et on a fait du bénévolat, donc. Et là, du coup, on est resté très en lien, on a créé des liens, et ils m'ont demandé de faire un atelier, donc oui, au contraire. Donc on a fait un atelier permacole avec la création d'une butte permanente et d'un hôtel à insectes. Donc le but, c'était de démontrer qu'avec très peu de choses, on peut faire beaucoup. On peut, sur des tout petits espaces, créer de la nourriture avec presque rien. Donc une herbe tondue à ras, du carton, de la paille, et on laisse travailler, et ensuite on plante nos légumes, et ça marche très bien. Pour les pommes de terre, c'est fabuleux. Physiquement, c'est pas fatigant du tout. C'est très intéressant, ça nous apprend pour les nouvelles cultures. C'est très enrichissant. Comme moi j'ai un grand jardin, ça va donner des idées, quoi. Ah, j'utilise pas spécifiquement que des produits. J'ai installé un compost, donc que des produits naturels. Pour les enfants qui vont venir au monde, je trouve que c'est bien de respecter la nature qui nous a nourris, et puis voilà. Ouais. Moi je suis écologie, je suis pour l'écologie, donc pour le respect des uns et des autres, donc voilà, quoi. Ça correspond à mon éthique. Voilà. C'est pour ça que j'ai quitté la banlieue parisienne pour venir m'installer ici, où je suis. J'ai l'air pur, la verdure, le silence, donc, et comme je suis poète, donc la nature est source pour la poésie, quoi. Voilà, quoi. J'y trouve un équilibre, un équilibre. Là, je suis relativement en accord avec moi-même, quoi. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses avec comment ça s'appelle, l'hôtel à insectes. Et puis, je peux pas mettre en pratique le paillage, le permacole. Ça va être compliqué dans le salon. Mais sinon, c'est vrai que c'est très intéressant. Ça va dans le sens que moi, j'opte de plus en plus avec les produits naturels, et puis faire soi-même. J'aime bien faire moi-même parce que c'est moins cher et c'est moins toxique. Je m'y retrouve. Je m'y retrouve financièrement et je m'y retrouve en bien-être. Et puis j'adore bricoler, donc je fais moi-même. On ne dépend plus des grosses industries, c'est-à-dire que je ne voue pas mon âme au dieu argent, donc je suis beaucoup plus libre. C'est important de se sentir soi-même et de ne pas dépendre. Ce qui est dommage, c'est que je dépends encore de cette société qui voue un culte au dieu argent. Ça m'agace. Je ne pense pas que dans la société actuelle, les gens soient capables de vivre sans. Ils ont toujours l'espoir justement d'en avoir beaucoup. Et du coup, ils vouent un culte. Et je pense que la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils dépendent de ce fameux dieu argent. Une fois, j'avais dit à des gens, je discutais sur la voie verte, j'avais dit à des gens, mais enlevez l'argent du problème, vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de problèmes. Et ils n'ont pas compris, ils sont partis plus loin, parce que pour eux, c'est pas possible. On ne peut pas vivre dans un monde sans argent. On a plein de choses qui permettent de vivre sans argent. Faire sa lessive avec les feuilles de lierre, pas besoin d'argent.
Enfin, juste pour l'eau. Il n'y en a plus d'eau gratuite. Ce qui me mine aussi, c'est qu'on soit obligé de payer pour avoir l'eau, mais c'est que notre société fait en sorte qu'on utilise de l'eau potable pour les toilettes. Enfin, tirer la chasse d'eau, quoi. Les toilettes sèches, mais c'est pas ancré. Et les industriels font tout pour que ce ne soit pas ancré. Là, je ferais pas mal d'en mettre un dans mon jardin. Je pense que c'est la publicité, elle force à faire les choses d'une certaine façon et pas toujours de la bonne façon. La nature, elle a besoin de respirer, elle n'a pas besoin d'avoir 36 millions de produits agressifs pour elle. Pour nous déjà, quand les pesticides arrivent sur les légumes ou les fruits et après arrivent dans notre corps, c'est mauvais pour notre santé. Moi, quand je fais du jardinage chez ma famille, j'essaye de les empêcher de prendre des pesticides, des produits. Je les entraîne plus vers le bio que vers le produit pesticides ou engrais ou terreau. J'essaye de leur dire c'est mieux de prendre, d'essayer de faire du compost, des choses comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'habitude à utiliser tout ce qui est produits chimiques, pesticides, désherbants et autres produits comme ça. Quand je peux, j'ai fait pousser chez moi une fois des tomates, des fraises. J'ai eu des mirabelles, j'ai eu des cerisiers sauvages. Donc je privilégie la nature. J'aime bien aller, une fois quand j'étais plus petite, j'habitais dans une petite ville qui était en campagne. Avec mon petit frère, on prenait notre vélo, un panier, un seau et on allait ramasser des mûres sur un mûrier sauvage. On a ramené des seaux tous les jours. Ou des noix. J'ai habité juste à côté d'un noyer. Alors, quand c'était la saison, hop là, les seaux de noix. Et on met des trucs comme ça, les insectes qui vont aller là-dedans. Tu fais des fagots. C'est tout. Un petit fagot, c'est tout. Je m'appelle Jacqueline Ricordel. Je suis déjà, vous voyez bien que c'est sur ma voiture. J'ai une fille qui est en ferme bio sur René qui fait du mouton. Donc c'est elle qui nous a incité un peu à tout ça. Et voilà, nous avons un jardin bio, faisons nos légumes bio, notre volaille est bio. C'est très, très important pour la santé, pour la planète. Et voilà, les pesticides, on en a utilisé tellement que la terre, de toute façon, la terre n'en veut plus. Alors, on en a tellement utilisé. Et je me rappelle que mon mari a fait l'école d'agriculture et à l'époque, on leur donnait des bidons d'1 litre ou de 2 litres à mettre chez eux, des pesticides pour nettoyer leur champ. Ils m'ont parlé et ils disaient qu'à l'école, on leur donnait de ça. Mais c'est un petit peu le problème. Il y a encore des formations agricoles qui ne parlent pas du bio, qui soutiennent que tout ce qui se fait, le package complet qu'on vend aux agriculteurs, ça fonctionne très bien. Au niveau de l'éducation, il reste encore pas mal de lycées agricoles où on n'explique pas beaucoup les produits, les dangers des produits. J'ai passé récemment, ça remonte à 4 ans, où j'ai fait un bac pro horticole parce que j'avais besoin d'un niveau bac, donc d'un bac, donc pour être encadrante en maraîchage. On passe le certificato pour pouvoir, on est décideur ou pas, et le certificato, il vous donne juste tout ce qu'il faut comme habillement pour ne pas subir mais c'est tout. Le certificato, c'est pas autre chose. Vous savez qu'il y a des dangers à utiliser les produits, et on vous dit comment il faut faire pour ne pas avoir de problème. On ne vous parle pas de la rémanence que les terres peuvent avoir avec ces produits, dans les cours d'eau et tout ça. Non, le certificato, c'est juste comment vous protéger. Donc dans les lycées agricoles, c'est un peu la même chose. On leur explique bien ce qu'il faut se protéger, mais on ne va pas plus loin. On ne va surtout pas plus loin.
Il y a un grand débat là-dessus entre les professionnels, l'administration, nous les organismes de développement, justement effectivement sur les formations scolaires. Alors c'est probablement certain que jusqu'au BTS, l'information et la formation sur la bio en tout cas, ou sur l'agroécologie n'est pas assez présente. À partir du niveau BTS, je pense que dans les programmes, là il y a vraiment des modules qui sont consacrés à la bio, à l'agroécologie, enfin bien davantage. En deçà des niveaux BTS, on est sollicité pour des interventions de sensibilisation, mais finalement je pense que c'est pas assez présent pour les élèves. Donc Marine Ferret, je suis conseillère grande culture en fait au GDAB. Donc le GDAB, qu'est-ce que c'est? C'est le groupement de développement de la bio dans l'Indre particulièrement. Moi j'ai tendance à dire que c'est le groupement des producteurs bio parce que c'est vraiment la porte d'entrée pour la plupart des producteurs dans le département. Et avant d'être un agriculteur bio, souvent on est un agriculteur conventionnel ou bien un porteur de projet pas encore installé. Et du coup, on vient nous voir voilà, pour avoir les premiers renseignements, les premières informations qui concernent le passage à la bio, la conversion. Donc moi, j'accompagne particulièrement les producteurs en grande culture. Et ces dernières années, effectivement, il y a un peu plus de travail parce qu'il y a beaucoup plus de conversions qu'il y a quelques années. Donc depuis 2015, il y a eu une grosse vague de conversion avec quasiment un tiers aujourd'hui des surfaces existantes qui sont en cours de conversion. Donc c'est vraiment énorme. Donc on a dans le département, là aujourd'hui, 190 producteurs environ. Donc c'est pas mal. Au niveau de la ferme France, c'est 2 millions d'hectares aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'en 1995, c'était 100 000 hectares. Donc c'était vraiment pas grand-chose. Donc pour tous les groupements de producteurs bio, c'est vrai que cette évolution, c'est aussi des nouveaux métiers pour l'accompagnement des producteurs, des nouvelles façons de faire, parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, les gens qui venaient à la bio, c'était vraiment des gens qui étaient très engagés, qui avaient vraiment des convictions économiques, sociologiques, enfin voilà, qui voyaient la bio comme un autre mode de savoir-faire agricole. Et aujourd'hui, on a des profils qui sont un peu différents, des gens qui sont pas forcément comme ça, mais qui voient la bio d'un autre œil et qui font accompagner vers les mêmes pratiques pour arriver à des systèmes qui soient résilients. L'engouement pour la bio, il y a plein de facteurs. Alors évidemment, il y a la pression sociétale qui est quand même là. Ça fait plusieurs années, c'est un peu partout. Donc la protection de l'environnement, la biodiversité, on en parle énormément. Donc forcément, à force d'en parler, ça s'inscrit plus au quotidien, dans la pratique notamment. Et puis il y a aussi les scandales sanitaires. Il y a un contexte économique qui fait que pour beaucoup de producteurs, en tout cas c'est un peu le cas dans le département, c'est pas le cas partout. On se pose des questions sur le modèle, quoi. Le modèle qui malheureusement n'est pas très robuste, ni face aux aléas climatiques, ni face aux aléas économiques, avec des prix qui sont volatiles, donc prix des marchandises, et des conditions du coup de travail qui sont difficiles quand on a plusieurs années de suite des revenus qui sont négatifs. On ne peut pas ou difficilement provisionner pour du renouvellement de matériel, on a des dégradations de conditions de travail. Et c'est vrai que ces conditions économiques difficiles, parfois ça amène à réfléchir davantage à un autre modèle.
Quand on a la charge des investissements, il faut rembourser. Donc pour rembourser, donc il faut produire. Pour produire, il faut mettre des engrais, mettre de la chimie. C'est le cercle infernal. Puis au bout du compte, il ne reste plus que les primes PAC pour vivre. Et puis petit à petit, si l'année n'est pas bonne, on s'enfonce. Et puis l'année d'après, on ne s'en ressort plus, quoi. Voilà, c'est de ce cercle infernal dont j'ai voulu me sortir. Et la bio, ça a été un des moyens de s'en sortir, quoi. Le monde conventionnel, aujourd'hui, il dépend du prix du lait de Nouvelle-Zélande. Alors qu'on sait très bien que la Nouvelle-Zélande ne peut pas produire pour la planète entière. Donc c'est complètement idiot, quoi. C'est au moins 10 ans. Donc, quand il y a surproduction, ça tire tout le prix du reste vers le bas, quoi. Donc voilà. Donc le bio, au moins, on est un petit peu garanti par rapport à ça. Les opérateurs économiques sur les filières bio, ils sont plus du tout soumis aux mêmes règles de marché qu'en conventionnel, parce que on n'est plus influencé par la mondialisation. La production bio, essentiellement, elle est commercialisée et elle est à destination soit de son pays d'origine, soit de ses pays voisins. Parce qu'un agriculteur conventionnel, malheureusement, il est condamné à produire une grosse quantité de marchandises parce qu'il est en concurrence avec des pays qui peuvent produire énormément de marchandises avec des coûts très bas. Je pense au Brésil, je pense au Canada, aux États-Unis, à l'Ukraine. Et donc l'agriculteur conventionnel, il peut pas travailler sans pesticides. Ça, c'est la première chose. C'est regrettable. Et je pense qu'il ne le fait pas parce qu'il aime répandre des pesticides, il le fait par obligation. Parce qu'il est condamné, comme je disais, il est condamné à produire. Et ça, moi je l'ai ressenti comme ça quand j'étais à la fin de mes années de conventionnel. On vous donne des outils qui sont adaptés à la production, mais on ne vous donne pas un matériel génétique qui est résistant naturellement, on vous dit pas vous allez pouvoir vivre avec une petite production, et cette petite production alors a un certain prix parce que vous ne produirez pas beaucoup, non. Il n'y a qu'en bio qu'on rencontre cette logique-là. Et c'est pour ça que je m'y sens très bien. Tout le monde n'est peut-être pas prêt à passer en agriculture biologique comme ça, sans y avoir beaucoup réfléchi avant. Parce que ça demande déjà d'avoir modifié sa logique de raisonnement, ses logiques, son raisonnement, oui. Ça demande de changer son logiciel, quoi. Voilà. Mais cependant, je pense que l'agriculture biologique est accessible à peu près à toute personne qui aime la terre et puis qui aime le milieu dans lequel elle évolue. La culture biologique, ça veut dire c'est une attention de tous les instants. Donc c'est pas par rapport au conventionnel de dire bon, on m'a vendu le package, et ben là, à cette date-là, je sème, je mets les produits à telle date et tout ça. En agriculture biologique, non, c'est tout à fait différent. C'est toute une remise en cause, c'est tout un cheminement de vie, d'attention de la terre. Et donc, c'est pas forcément évident de dire je vais passer en bio. Et puis bon, les aides gouvernementales, elles existent. Il faut dire qu'elles ne sont pas forcément versées tout de suite. Donc financièrement, ça peut, au moment de la conversion, ça peut demander du temps et donc une certaine perte de revenus financière que les agriculteurs ne sont pas forcément prêts à faire parce qu'ils sont déjà dans des situations quand même dures. On a vraiment sur les aides qui sont distribuées aux producteurs des inégalités historiques qui sont liées en fait à la politique de distribution des aides par les rendements. Et donc aujourd'hui on a des départements malgré tout qui ont des DPB plus importants que d'autres départements ou des zones intradépartementales. Et ça crée quand même des distorsions en fait. Et même si on a voulu en 2015 tenter un rééquilibrage en amenant ceux qui étaient au minimum à un niveau supérieur et ceux qui avaient des niveaux très élevés à un niveau inférieur,
ces inégalités, elles restent encore aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est le plus dommage parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est le revenu de la main-d'œuvre et des hommes qui travaillent sur les exploitations. Et que malheureusement, on n'est pas égaux devant notre territoire. Et quand je parle de territoire, je parle de pédologie et de climat. On a beaucoup de conversions. On a maintenant 2 millions d'hectares au niveau national. Eh bien, il faut qu'ils restent en bio. Et donc, dans les 10 ans, là, que toutes les fermes où les exploitants vont partir en retraite, qu'elles trouvent un repreneur qui accepte de garder l'exploitation en bio. Et ça, c'est un enjeu majeur actuellement. On a la chance en France d'avoir cette association qui permet de ne pas perdre certaines fermes qui partiraient sur l'agriculture intensive. Donc Terre de Liens peut être là pour acheter les biens ou juste les terres, etc. et mettre en location. Et là, c'est beaucoup moins pesant d'être en location sur une exploitation que d'investir tout de suite. Terre de Liens, c'est une association qui s'est créée en 2003. Et donc, c'est pour éviter la spéculation foncière. On le voit bien dans l'Inde, où il y a eu ces problèmes d'achat de terre par les Chinois. Et c'est aussi pour que les personnes qui ne sont pas du milieu agricole puissent s'installer. Vous avez des personnes qui veulent s'installer pour élever des moutons ou pour faire du maraîchage, mais qui n'ont pas, qui sont pas héritiers de terres agricoles. Donc pour eux, la problématique d'achat des terres est très importante parce qu'il y a énormément de spéculation sur les terres agricoles, sur le foncier agricole. Donc Terre de Liens, c'est pour éviter ça. Donc voilà, je suis Geneviève Moreau, j'ai 63 ans. Je suis à la retraite. Je suis originaire du milieu agricole. J'ai toujours vécu dans le milieu agricole et je tiens beaucoup à ce milieu-là. Donc c'est pour ça qu'à la retraite, je me suis investie dans 2 associations principalement. Le GDAB, donc c'est le groupement des agriculteurs biologiques. Je suis au conseil d'administration en tant que membre de la société civile. Donc je participe à tout ce qui se fait. Et surtout Terre de Liens où je suis bénévole et aussi membre du conseil d'administration. Quand on a un porteur de projet, on met en adéquation avec un fermier et l'association Terre de Liens achète les terres et les loue à ce fermier. Donc ça demande énormément de travail. Il faut toujours se promener sur le territoire et une fois qu'on a les fermes achetées, il y a tout le suivi à faire avec les agriculteurs installés. Donc là, actuellement, je vais m'occuper de 2 personnes qui vont arriver au mois de septembre sur Rhônay et qui vont s'installer en production de poules pour les œufs. Et un peu plus tard, peut-être poulet de chair. Donc moi, c'est un engagement qui me tient à cœur. J'ai participé aussi au PISA de glyphosate, voir le taux qu'on avait pour montrer que tout le monde en a. Sur les 70 participants, 70, on était à un taux supérieur à ce qui est autorisé dans l'eau. Et donc, on va porter plainte contre les producteurs de ces molécules, contre les gens qui ont laissé ces molécules se répandre partout sur notre terre. Et ce qu'on veut au final, c'est que tous les produits phytosanitaires mis sur le marché soient contrôlés de manière indépendante et en sécurité pour tout le monde. Bon, il faut être réaliste, je pense que chacun sait aussi que les gouvernements sont un petit peu soumis au lobby Monsanto, Bayer et compagnie. Voilà, c'est des grosses puissances financières qui au niveau des gouvernements ont leurs entrées partout. Qui sont toujours prêts à sortir une analyse comme quoi c'est pas nocif. Là-dessus, on ne peut pas faire abstraction de ça. Ce qui me fait peur, c'est ces grosses puissances qui ont plein d'argent et qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc si, voilà, à notre niveau, on arrive un tout petit peu à faire avancer les choses et surtout à transmettre le message. Et de leur montrer que voilà, ça évite, il y a plein de maladies, plein de choses aujourd'hui et qu'on fait des liens quand même
enfin, que ça peut être dû aux pesticides. Voilà, si on arrive à transmettre le message et à prendre conscience, ben, ça peut être bien. C'est quand même la base de la bonne santé, l'alimentation, quoi. Il faut revenir à ça. Donc, notre terre, mère nourricière, elle nous sert à ça aussi, à être en forme, à manger sainement. Je pars du principe qu'il faut être un modèle, il faut montrer ce qu'on veut, plutôt que d'être dans le processus où on a peur, on fait rien, parce que de toute façon c'est fichu. C'est vraiment en montrant ce qu'il est possible de faire qu'on peut faire changer les choses, quoi. Il faut vraiment devenir des modèles, que ce soit sur l'alimentaire, sur tout l'environnement. Quand on montre que c'est possible, eh bien ça se fait. Je ne consomme pas de légumes hors saison, donc je ne consomme que ce que j'ai dans mon jardin. Que ce soit voilà, en plantes, en aromatiques. Alors bien sûr, il y a des fruits où on est obligé de réajuster pour les enfants. Mais voilà, on consomme sans pesticides. On est plutôt voilà, sans produits. On essaie de sensibiliser nos enfants à cette manière de manger et de consommer moins et d'arrêter, enfin, d'être sans arrêt dans des supermarchés, de consommer à outrance et d'éviter de gaspiller. Et que ce soit aussi bien dans notre alimentation, mais dans notre façon aussi de faire, d'utiliser les objets. Ce qui est compliqué quand on a des adolescents à la maison, qui sont plutôt, voilà, qui ont envie de plein de choses, sauf qu'on leur explique qu'il y a des priorités. Et les priorités, voilà, ce sont des choix. C'est le choix de manger comme il faut, de ne pas se serrer la ceinture sur la nourriture, de partir en vacances tous ensemble et de profiter de ces moments-là plutôt que d'être dans le matériel. Je mange beaucoup de légumes. J'essaye de prendre plus aux producteurs qu'en grande surface quand c'est possible pour moi. J'aime mieux faire vivre les petits producteurs plutôt qu'enrichir les grandes surfaces. Moi, je vois beaucoup que les choses arriveront par les consommateurs qui diront stop. Si dans un supermarché, quel qu'il soit, les agriculteurs, les consommateurs laissent les produits déjà hors saison, c'est-à-dire qu'au mois de décembre, personne n'achète de tomates, ils arrêteront d'en faire. Si on regarde un petit peu, alors c'est vrai que ça demande un peu de temps, on regarde ce qu'il y a dessus et si on finit par connaître les produits qui sont utilisés et qu'on n'achète pas ces produits, automatiquement au niveau de l'agriculture, quand ils auront des stocks de produits invendus, je pense qu'ils seront obligés de se bouger à faire les choses autrement. Vous savez, en France, les pommes, c'est les produits les plus traités. Les pommes subissent en moyenne, hein. Donc il y a des endroits où il y a plus, au moins 35 de la base de la fleur jusqu'à la pomme récoltée, 35 doses de produits. Donc sur les 6 mois où elles se font, donc on n'achète pas de pommes, ou alors on les prend bio. Alors le surcoût n'est pas forcément négatif, puisque s'il y a la santé au bout, la santé n'a pas de prix. Une petite chose qui m'est arrivée récemment, sur un marché, récemment je voulais acheter des haricots verts. En conventionnel, je les trouve à 11 € le kilo. J'ai dit, à ce prix-là, je ne les achète pas. Un peu plus loin, un maraîcher bio, il était à 6 € le kilo. Donc le bio n'est pas forcément plus cher qu'autre chose. On ne va pas dicter aux gens ce qu'il faut qu'ils mangent. Après, chacun le fait en son âme et conscience. Je crois que c'est pareil, il faut se poser des questions. Surtout ça, je ne donne pas de conseils. Je suis là simplement pour nourrir ceux qui veulent manger bio. Et puis, apparemment, le nombre de demandeurs en bio augmente aujourd'hui. Donc, c'est plutôt bon signe pour la planète. La demande, elle est toujours aussi importante. Pour l'instant, elle est croissante. Donc on peut se permettre de continuer à produire. Il y a très peu de chances qu'on ait une influence négative sur le prix et qu'il les fasse diminuer. Bon, à terme, il ne faut pas que l'agriculture biologique se conventionnalise. Je pense que ce serait un gros problème par contre qu'elle tombe dans les travers de l'agriculture conventionnelle, avec des prix qui diminuent, avec des objectifs de rendement que la terre ne peut pas produire, enfin supérieurs à ce que la terre peut produire. Je pense qu'il faut se méfier de tout ça, mais que de nouveaux agriculteurs s'intéressent à la bio et puis qu'ils passent en bio, c'est plutôt assez positif. Beaucoup veulent faire le pas, ils n'en sont pas encore là, ils n'osent pas, ils ont plein de questions et je pense c'est à nous aussi d'aller vers eux et de leur montrer qu'on peut faire autrement. Et regardez, c'est possible, on l'a fait, donc pourquoi pas vous? Et je pense que c'est en train de se mettre en place et qu'ils vont changer de façon de travailler parce qu'ils se rendent compte maintenant
à quel point tous leurs traitements chimiques sont néfastes. Ils ont côtoyé la maladie pour beaucoup et je pense que c'est ça qui est en train de faire changer les choses. On se rend compte que ça a une issue fatale, ce système-là. Ben, moi je crois que on arrive, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de ce système hyper spécialisé, hyper gourmand en plein de choses. Voilà, peut-être faut ouvrir à des petits projets diversifiés et avec des gens. On nous parle de réchauffement climatique. Est-ce qu'on doit toujours laisser les champs à ciel ouvert? Je ne sais pas. Il y a des zones en Afrique où ils ont des arbres et cultivent dessous. Alors le changement climatique, on sent que effectivement ça se vit déjà dans les exploitations. C'est des sécheresses, c'est des abados importants sur des petites périodes. Et tout ça, ça conduit souvent à des manques de fourrage. Pour les deux raisons, on a eu beaucoup de prairies inondées aussi qui ont dégradé les fourrages en question. Donc ça nous oblige et ça oblige les éleveurs effectivement à réfléchir à des nouvelles stratégies pour rester autonomes. Donc pour ça, effectivement, en ce moment, il y a plein de petits projets à droite à gauche dans tous les organismes de développement, que ce soit les chambres d'agriculture, les CIVAM, le réseau bio, où on monte des projets de réflexion justement sur ces alternatives qu'il faut qu'on trouve de fait pour lutter d'une certaine manière contre le changement climatique. Alors, je ne sais pas si c'est lutter, mais en tout cas pour s'adapter au changement climatique. Voilà, on est obligé là de mettre en marche toutes les réflexions qu'on peut trouver, à la fois de la recherche aussi, et puis de ce qui se fait déjà sur les exploitations. Donc ça peut être l'agroforesterie, c'est les associations de culture aussi. Dans les grandes lignes, c'est associer les arbres, les cultures, les arbres et les prairies et donc l'élevage. C'est d'arrêter d'arracher les haies déjà aux endroits où il en reste. Mais plus que ça, c'est même de réintroduire. Là, on peut parler de réintroduction parce que les arbres, ils ont disparu, à part de temps en temps. On a dans des régions d'élevage un beau chêne au milieu que des gens ont gardé. On s'en rend très vite compte quand on met des animaux au champ, d'avoir déjà, ne serait-ce qu'un arbre au milieu du champ. Si on les laisse toute la journée, les animaux ils ont besoin d'ombre. Et quand dans des étés comme l'été dernier au mois d'août, là, des animaux sans ombre dans un champ, c'est pas possible. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est il n'y a pas d'arbre, j'ai pas d'ombre. Là, pour le moment, forcément, les animaux vont rentrer aux heures les plus chaudes. Ils vont sortir le matin de bonne heure, ils ressortiront le soir, s'il y a à manger dans les champs. Voilà, donc c'est cette façon de remettre des arbres. Donc ça va plus loin d'avoir des haies. C'est là où j'ai travaillé pas mal de fois à Restinclières, à côté de Montpellier, où il y a des plantations de noyers américains. C'est un investissement aussi parce que ces noyers américains, ils seront coupés au bout de 25, donc on est sur du moyen à long terme presque. Mais c'est des arbres qui sont c'est du bois qui est bien valorisé. Donc ça, c'est une façon d'envisager l'agroforesterie. Une autre façon, c'est aussi d'introduire des arbres fourragers. Régulièrement, ils étaient taillés, les feuilles étaient données aux animaux à une période de l'année où il n'y a absolument plus rien dans les champs, où on a des paillassons, Et donc c'est un appoint, évidemment. On ne peut pas construire sans doute un système autour de ça. En tout cas, il faudrait une quantité d'arbres énorme. Et puis les arbres, ils ont leurs limites. Des arbres qui sont utilisables en arbres fourragers, il y en a toute une liste. Il n'y a pas que le frêne. Et heureusement, le frêne, on a des craintes. Il y a une maladie, la chalarose qui débarque. Il y a des cas, on ne sait pas trop.
Voilà, si ça fait comme les ormes il y a 30 ans, ça peut être catastrophique. Donc voilà, si on prévoit un système de ce genre, ben sans doute, il ne faut pas planter que des frênes. Hein. Mais à l'INRA de Lusignan, ils font plein d'essais avec des arbres fourragers, la façon de les tailler. Enfin voilà, il y a des chercheurs, des techniciens, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je vais trouver des gens qui connaissent les essences, qui se plaisent dans le climat qu'on a ici, sur les sols qu'on a ici. Hein. Là, c'est de l'argilo-calcaire. Hein. On est en pH 8, donc très bien pour la luzerne. On peut diversifier. Donc l'idée c'est ça, c'est peut-être de planter dans un premier temps une longitudinale, voilà, matérialiser un petit peu une clôture qui sépare les deux parties, et ensuite voir possibilité de faire des bocteaux, des bocteaux un peu répartis. D'abord visuellement, ça fait partie du paysage, c'est joli, et puis surtout que le jour où ce sera développé, voilà, c'est aussi amener de l'ombre aux animaux. J'ai commencé déjà par planter des haies, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'orienter vers de l'agroforesterie intraparcellaire, histoire de faire le lien entre l'arbre, les plantes qu'on cultive pour alimenter les vaches, puis nous alimenter nous. L'agroforesterie intraparcellaire, dans ce qui consiste à faire des plantations de rangées d'arbres, mais espacées. On peut espacer, c'est à étudier quoi, selon les types de sol, 20, 30 ou 40 mètres entre les rangées d'arbres. Puis sur la rangée, on espace les arbres de plusieurs dizaines de mètres selon les essences. Et puis donc les arbres, en s'enracinant, ils vont puiser les réserves dans la roche, dans le sol en profondeur. Comme les plantes qu'on cultive, elles ne vont pas si creux, donc les arbres vont puiser ces réserves. Quand ils perdent leurs feuilles, ils ensemencent avec les minéraux des profondeurs la surface. Et puis voilà, la boucle se fait. L'agriculture, la nature qui vit autour, c'est toute une interaction. Hein. Comme je disais pour les métailles, aujourd'hui l'INRA a fait des études. Une seule espèce, une seule variété, elle se défendra toujours moins bien que des plantes associées. Aussi bien pour la sécheresse au niveau des pâtures, s'en sortent, comme nous on s'en sort plus quand on est nombreux que quand on est tout seul. C'est le principe même de la nature. Donc je pense qu'il y a plein de choses à apprendre là-dedans, plein de choses qu'on ne savait pas jusque-là avec l'enseignement agricole qu'il y a eu jusqu'ici. L'agriculture biologique peut aussi évoluer beaucoup si la recherche se penche sur les variétés, sur les modes de production, sur les modes de désherbage. On n'en est qu'au début, là, c'est le début du bio. Donc si on avait 30 ou 40 ans de recherche, il y aurait sûrement des progrès qui seraient faits très importants et qui amélioreraient la productivité du bio. Pour l'agriculture future, parce que là on arrive au bout de ce qui a été fait dans les bêtises, pour être gentil. Donc il faut revoir le système culturel, mais aussi le système de vie. C'est-à-dire qu'il faut reprendre un peu ce principe de vivre avec les fruits de saison, légumes de saison. C'est ce que j'essaye de mettre en place, d'essayer de vivre correctement sans trop consommer de flotte, de produits emballés. Voilà, c'est un petit peu mon principe de vie. La planète, il y a tout un tas de petites choses qui se font un petit peu partout. Et quand tout ça, ça va se regrouper, et c'est en train de se faire, ça fait boule de neige. Et c'est pour ça qu'il y a une bonne dynamique qui est là en ce moment, et ça va faire des petits, quoi. Comme des petites lumières, je trouve, il y a ça, on va mettre des arbres dans les cultures, il y a tout un tas de choses. Moi je vois ça dans un truc, oui, assez anxiogène, des petits flashs qui s'allument. C'est petit, mais ils sont là, quoi. Hein. Et puis il y a les générations qui arrivent, hein, qui vont, j'espère. Enfin, ça se voit. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont bien motivés pour aller vers ça. Voilà, moi c'était de se dire, voilà, initier un petit truc. Je vais essayer.
j'ai envie de faire un petit truc, quoi. Une goutte d'eau, un pipi de chat, peut-être ça va pas marcher, peut-être, mais tant pis. Voilà, j'ai qu'une vie, je fais ce que je crois. Il y a nos enfants qui arrivent, voilà, pas leur laisser un désert. Puis, ben, évidemment, derrière, ce qui serait bien, c'est que le flambeau soit repris, mais mieux que repris, amplifié, un petit peu, voilà, que ce soit un peu plus solide, un peu plus diversifié, un peu plus, je reprends le mot résilient, quoi. J'entends ce mot, j'ai entendu, voilà, c'est des systèmes résilients. Les mots n'existent peut-être pas encore aujourd'hui pour expliquer tout ça, mais moi je le ressens comme ça. Je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir, et comme je dis, j'aimerais bien avoir 20 ans de moins pour... j'ai l'impression qu'il y a un élan qui va se développer derrière ça, pour une compréhension de tout ce monde qu'on voit finalement qu'en superficiel, quoi. Puisque on nous a orientés pour avoir du rendement, et puis le reste, voilà. Je vois les choses un peu comme ça. Je sais pas si c'est parlant. Taxi fare, the Fanny's in the chasing, and Fanny's what I'm